Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel numéro du Club Power BI, l'émission. Il n'y a plus forcément besoin de représenter le format, mais je vais quand même le faire pour les petits nouveaux qui arriveraient et qui ne connaisseraient pas ce format. On va se donner 45 minutes pour parler des nouveautés et uniquement des nouveautés. Évidemment de notre produit Power BI. On a une petite rubrique où on va un petit peu au-delà de Power BI. On va regarder, donc notre chroniqueur Guillaume va aller un petit peu au-delà, essayer de nous rapporter des choses qu'il aurait pu glaner. Donc voilà, c'est totale surprise pour tout le monde. On ne sait pas ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Guillaume va aussi s'occuper des questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, lever la main, évitez d'ouvrir vos micros, mais on pourra prendre vos questions. Parce qu'aujourd'hui, et comme dans toutes les émissions, on a deux invités. Alors, d'habitude, c'est vraiment des organisateurs du Club Power BI. Et aujourd'hui, on a un petit intrus. Alors, on verra s'il va s'acclimater au Club Power BI. Alors, d'abord, Tristan, évidemment, le cofondateur du Club Power BI, il y a maintenant 5 ans, un petit peu plus, parce qu'on est Un déjà à peu la sixième plus. saison, un Mm. peu plus. Organisateur du Club Power BI de Paris. On ne sait toujours pas si un jour il y aura un Club Power BI dans le sud-est, le vrai sud, comme tu dis. Alors, il y a celui de Joël, mais toi, tu es vraiment sur une pointe bien, bien précise, donc on verra bien. Comment ça va, Tristan? C'est quoi ton actu? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Super actu là, déjà pas mal de boulot. Et puis là, toutes les news qui sont tombées hier et aujourd'hui et qui vont plutôt dans le bon sens et qui font que on est excité quoi, en ce moment quand on travaille sur l'écosystème data Microsoft avec tout ce qui est annoncé. Donc ça va plutôt bien. Bon, tu me rassures parce que quand tu étais passé une fois, ta polémique, c'était justement que tu trouvais qu'il n'y avait pas de grosses nouveautés ou qu'il y avait que du Mais je saupoudrage savais, de news. j'avais Voilà, tu laissé savais que quelques ça allait indices. arriver. Si vous réécoutez maintenant l'émission, j'avais laissé quelques indices. Énorme, énorme. On cache des easter eggs dans les émissions, donc c'est important de les regarder tous en ralenti, voire même à l'envers. Vous verrez, il y a des choses qui sont cachées. Merci Tristan, donc tu vas commenter l'actu. Et donc on a Arilas Ikermoud qui nous rejoint. Alors, tu n'es pas orga du Club Power BI, hein, si je ne m'abuse, mais par Non. contre, tu es là pour... tu travailles où, Arilas? Vas-y, dis-nous ton Alors, parcours. bonjour à tous. Alors, mon parcours, en fait, j'avais bossé comme consultant du coup chez une société de conseil avec Jean-Pierre et Tristan, donc une petite société qui s'appelle Azeo. Et là, maintenant, je suis avant-vente technique chez Microsoft France sur Power BI. Ah, on a fait entrer le malin parmi nous. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nos deux invités qui vont commenter l'actu. On a évidemment Tristan avec son œil aguerri et son snipe légendaire. Et Arilas qui, cette fois-ci, est de l'autre côté de la barrière après avoir été consultant. Tu vas devoir en fait, nous donner ton avis, hein. Bien sûr, tu as le droit de commenter l'actualité et de dire exactement tout ce que tu veux. Pour le coup, bienvenue au Club Power BI. On est ravis de t'avoir. D'ailleurs, on aura d'autres émissions avec d'autres gens de Microsoft qui viendront par la suite. D'ailleurs, qu'on n'oublie pas, hein, le Microsoft nous sponsorise pour ce démarrage et ce lancement d'émissions. Donc on salue Microsoft qui est notre sponsor. Moi je dis que ça vaut un petit coup de jingle, hein, Guillaume. Allez, un petit coup de jingle. Merci à vous. Et Guillaume, je sais plus si je t'ai présenté, mais voilà, Guillaume, notre chroniqueur, et qui m'aide justement à organiser cette émission. Vous êtes prêts, messieurs? On a un gros agenda, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et on commence toujours par la première rubrique qui s'appelle la grosse news. Allez, la grosse news. Qui veut se lancer? Il y a tellement de Vas-y, trucs. Au Tristan, final, on vas-y. avait prévu un agenda, mais qui a été totalement bousculé cette nuit. C'est toi, Tristan, qui te lance. Pour toi, c'est quoi la grosse news qu'on doit partager à la communauté? Alors pour moi, la grosse news, c'est les field parameters dans Power BI Desktop. On a une démo qui est prévue un peu plus tard là, pour vous montrer ça. Il faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un qui coupe sa caméra là. On a une Je suis en train de le caméra derrière. gérer, Tristan. Je suis en train de le gérer. Ok. Mais bon, avec ce qui a été annoncé hier, je sais pas, Arilas, tu as peut-être un mot à dire sur la grosse news? Alors, la grosse news, oui, je vois des petits messages dans le chat, effectivement, hein, les data marts Power BI, donc, qui ont été annoncés hier à la Build. Grosse nouveauté. Ça change pas mal de choses dans un peu notre perception de la BI. Donc, oui, pour moi, c'est un peu la grosse nouveauté du moment, c'est les data mart. Alors, il y a eu plein d'autres annonces, plein d'autres
C'est sur la build autour de Power BI, mais ouais, je pense que s'il fallait retenir la grosse nouveauté, c'est vraiment les data marts. Alors, euh, ok, les data mart, donc visiblement, il y a des gens qui avaient déjà l'info Ouais. dans le chat, mais globalement, là, si hier soir, j'ai pas regardé, si tu devais, et on va commencer peut-être par toi, Arilas, si tu devais me Mhm. décrire ta vision, en tout cas, l'usage, voilà, c'est quoi ces data mart? Parce que je vois bien la Bah, définition de Bill Inman, là, des années 90, mais dans Power BI, ça ressemble à quoi? alors, dans Power BI, ça va ressembler à quoi? C'est que on va avoir un nouveau produit ou un nouvel artefact plutôt, un nouvel artefact, donc un peu comme les dataflows, les datasets Power BI, et il y aura un nouvel artefact qui est un data mart. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'en fait, on va aller chercher des données, comme on peut faire avec un dataset Power BI, en le faisant avec Power BI Desktop. Là, on va le faire en mode SaaS, donc depuis le service Power BI. On va s'affranchir de Power BI Desktop. Premier truc qu'on va faire, on va aller chercher les données, donc se connecter à plusieurs sources de données, un peu comme ce qu'on peut faire actuellement avec les dataflows Power BI. Une fois qu'on s'est connecté à ces sources de données, on va appliquer des transformations. Donc, on va retrouver l'interface Power Query avec plein d'opérations de transformation qu'on retrouve déjà soit dans des dataflows, soit dans Power Query, dans Power BI Desktop. Et ensuite, on va charger ces transformations-là, donc sous format de table, dans une base de données. Et quand je dis base de données, donc c'est une base de données relationnelle. Derrière, c'est une Azure SQL DB qui est instanciée, qui est totalement managée par Microsoft. Et le gros avantage en faisant ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir aller définir de la sécurité, donc de la row-level sécurité sur le service Power BI. On va avoir un endpoint SQL qu'on pourra requêter, alors soit via le service Power BI, on pourra écrire des requêtes SQL, ou alors via SQL Server Management Studio ou Azure Data Studio, on pourra se connecter à un data mart et créer nos propres requêtes SQL. On va créer des relations entre nos tables, donc la vraie modélisation. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est que ça va nous générer automatiquement un modèle sémantique, donc un jeu de données Power BI, où on pourra définir des indicateurs, donc des mesures. Imaginez le truc, hein, on va écrire du DAX sur le service Power BI. Et ensuite, ce jeu de données-là ou ce modèle sémantique, en fait, on peut l'interroger avec Power BI Desktop, avec un Excel, faire du composite model, ainsi de suite, directement, quoi. Alors, moi, j'ai tout de suite une question pour toi. Alors, je fais juste une petite parenthèse, hein. Donc, cette description parlée, donc, faut s'imaginer un peu les éléments. Donc, on va le refaire au ralenti. Malheureusement, ils ont essayé toute l'après-midi d'avoir accès pour pouvoir faire une démo. Mais malheureusement, même toi, Aridas, chez Microsoft, tu n'as pas accès, tu n'auras pas la démo. Il y aura certainement une des villes qui vous fera la démo par la suite. Mais donc, je reviens sur ce que tu disais. En fait, dans ce que tu me dis, donc j'ai un Power Query qui me connecte à mes données, qui met ça, enfin qui rentre ces données. J'ai du DAX, un modèle sémantique. J'ai du mal à voir ce qu'il y a de plus. Alors finalement, le seul truc que tu as dit, tu as parlé de base SQL Azure. Finalement, c'est ça la seule différence, c'est qu'il y a une base SQL Azure par rapport au dataset ou au dataflow. Alors, c'est pas exactement la seule différence par rapport au dataset et au dataflow. Ce que tu as dit, c'est que tu as parlé de dataset et de dataflow. Là, on parle de deux produits et les datamarts, c'est un seul produit où il y a tout. Donc, on n'a pas à aller créer un dataflow, un dataset à côté. Là, c'est vraiment un seul objet, un seul artefact qui va tout contenir, en fait. C'est un peu D'accord. la boîte à outils des développeurs BI ou des data analystes où il y a vraiment tout et pas besoin d'aller chercher par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. On a tout dans un seul endroit. D'accord. Mais Tristan, tu veux peut-être. Je cherche ma question qui ne soit pas trop Non, mais impertinente. bon, au-delà de l'aspect technique que Hmm. Arilas a très bien décrit, on est un peu dans. Bon, faut attendre de voir, hein, on n'a pas encore vraiment bien testé, mais on est un peu dans un changement de paradigme. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un produit. Microsoft a parlé de SaaSification. On est en train de SaaSifier la data platform Microsoft, où finalement, on est en train de dire à des gens qui ne sont pas des data engineers, qui n'ont jamais fait de SQL, vous inquiétez pas, on s'occupe de ça pour vous. Dans un environnement Power BI, avec juste du Office et des connaissances DAX Power Query, vous allez enfin pouvoir faire vraiment de la BI d'entreprise. Il y a eu la première brique il y a quelques années avec la partie DataVis. Il y a eu la deuxième brique avec le modèle sémantique qui maintenant est vraiment très utilisé dans Power BI, y compris par des populations métiers. Et il manquait la couche basse
qui est vraiment la partie ETL, récupération des données. Microsoft a essayé avec les data flows. On ne peut pas dire que ça a été un vrai succès. Il y a tellement de bugs et de problèmes de stabilité aujourd'hui sur les data flows qui font que le succès est mitigé. Et là, on est sur une vraie plateforme data, Arilas l'a dit, tout en un, unifié, qui mélange à la fois du Azure et du Power BI, mais finalement, l'utilisateur final ne le voit pas. Ah, il voit rien. Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà. Et le pari de Microsoft, c'est de dire, bah, avec des connaissances DAX, modélisation M, on vous met à disposition une plateforme tout en un qui va vous permettre de faire de la BI d'entreprise. Là où, même encore à aujourd'hui, quand on voulait faire de la BI d'entreprise réelle, bah, il fallait avoir un data engineer qui maîtrise du Azure, du SQL, du Data Factory. Est-ce que Microsoft va y arriver? Est-ce que ça va marcher? Bah, on verra, mais en tout cas, c'est le pari. Ouais, C'est mais là exactement où. ça. Ouais. Pardon. Un petit point de complément de mon point de vue aussi, c'est que ça va aussi répondre un petit peu à une question qui a été posée. C'est d'un point de vue machine, installation, mais les mises à jour qui sont tout le temps sur les desktops, etc., qui sont compliquées à mettre en œuvre dans les entreprises, ça peut être aussi un super alternatif à ces problématiques qu'on rencontre. Ah ouais, Ouais. alors c'est Et là la où communauté Mac. Et la communauté Mac, c'est ce que je disais à l'instant, effectivement. Ouais. c'est là où je voulais en venir, c'est que au final, aujourd'hui, je vais dans Power BI Desktop, je crée mes requêtes Power Query. Une fois que j'ai déployé, le seul truc qui me manquait, c'est que justement que j'étais obligé de faire ça dans Power BI Desktop, de faire les relations, le DAX et le Power Query. Il y a eu l'essai avec Dataflow et on se dit que finalement, plutôt que d'avoir un nouveau truc, si finalement j'avais branché les Dataflow sur un dataset et que j'avais juste mis l'éditeur de relations et l'éditeur DAX, j'avais un truc qui était totalement SaaS et on voit bien où ils veulent en venir avec notamment le fait que j'ai plus besoin d'outils sur mon PC. Je fais tout directement depuis un navigateur, mais ils ont quand même bien focalisé sur le fait qu'il y a une base SQL au milieu. J'ai envie de dire, à vrai dire, on s'en fiche, une base SQL au milieu. Aujourd'hui, si je fais mes Power Query qui prennent dans de l'Excel, dans du CSV, dans du data lake ou autre et que ça va dans mon dataset, qui est une base au milieu intermédiaire, est-ce que pour vous, il y a un sens sur le fait qu'il y ait cette base de données? Moi, hier, j'ai vu une démo où il montrait bien qu'on pouvait faire des requêtes SQL, mais ça va à l'encontre de ce que vous dites, de ce côté self-service. Comment vous Alors, voyez ça? Alors, moi, comment je vois ça, hein, la partie où on fait des requêtes SQL, alors déjà, on a le choix, hein, on peut le faire soit en SQL, soit via l'éditeur, via l'interface directement, où on peut requêter assez facilement sans faire du SQL. Maintenant, le fait qu'il y ait une base SQL, pour moi, ça peut être qu'une bonne chose, parce qu'en fait, c'est du SQL derrière, et surtout que ce SQL-là, il peut être requêté par d'autres applications. Par exemple, on va avoir un endpoint SQL, alors qu'un Dataflow, c'est du stockage fichier. Donc, alors déjà, en termes de perf, potentiellement, c'est pas exactement la même chose. Et surtout, c'est que si notre datamart, on a besoin de le requêter par autre chose, ou alors il y a une autre application qui a besoin d'avoir accès à ce datamart-là, en fait, ce datamart-là va exister, il y aura l'endpoint SQL, et en fait, ça sera un peu le fait que ça soit totalement managé, c'est un super avantage parce qu'en fait, ça ouvre un peu à de la self-service datamart en fait. On a eu le self-service data prep, la self-service BI, et là, c'est un peu le truc du milieu où c'est de la self-service datamart. ouais, je Ok. suis complètement en phase avec ce que dit Arilas. Ça rejoint ce que je disais avant. Il y a eu la première brique DataVis, la modélisation. Hein, une statistique intéressante. Marco Russo nous disait il y a quelques années, quand il faisait des formations DAX, 90% de gens dans la salle, c'était des gens de l'IT. Aujourd'hui, c'est 50-50. Il m'a dit récemment qu'il pense que d'ici 5 ans, ça sera 80-20. 80% des gens qui viendront se former chez Marco Russo, c'est quand même des formations, on va dire, c'est pas du débutant, quoi, c'est des trucs assez avancés, viendront du métier. Donc, Microsoft a réussi quand même à banaliser ou à démocratiser la création de cubes self-service par des directions métiers. Alors, évidemment, c'est pas n'importe qui. Et il manquait cette couche quand même un peu data warehousing, data prep, voilà, que Microsoft a décidé d'unifier. Et pour répondre à ta question, Jean-Pierre, je vois là où tu veux en venir. C'est qu'en gros, tu dis, oui, mais finalement, on est en train de dire qu'on veut faire un truc simple, etc. Et pourquoi avoir mis quand même des choses compliquées avec du SQL et une base de données? Parce que le pari de Microsoft, c'est de dire, on va enfin réunir à un seul et même endroit tout le monde, tous les profils. Les data analysts, les data engineers, pourquoi pas demain les data scientists. Ça, c'est le pari que fait Microsoft. Et pour moi, la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est peut-être la première. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je suis un peu cet écosystème data Microsoft. C'est la première fois où j'ai l'impression qu'il y a une vraie unification dans la démarche entre Azure et Power BI. Et ça, c'est une Ouais. excellente nouvelle. Parce qu'il y a quand même un duel fratricide depuis des années entre Azure Analysis Services et Power BI, entre
voilà, il y a quand même beaucoup de duels internes entre Azure et Power BI. Et là, on sent que pour une fois, il y a une vraie harmonisation, une vraie intégration entre les deux produits et qui est transparente pour l'utilisateur final. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, donc, Ouais. et ce qui est intéressant, c'est bien l'utilisateur final qui gagne, mais il y a quand même, je ne vais pas insister plus là-dessus, après Guillaume pourra abonder, mais il y a quand même de se dire, est-ce que finalement, avec les outils qu'on avait déjà et les briques qui manquaient, et est-ce que c'est pas un désaveu pour les data flows? Est-ce que c'est pas un moyen de dire, on s'est totalement vautré? Alors, pour plusieurs raisons, par rapport à ce que tu viens de dire, Tristan, peut-être que les data flows, ça n'a pas marché parce que c'était des fichiers CSV et que en fait aller voir des gens qui faisaient du data lake ou qui faisaient du Databricks ou du Synapse ou autre, bah, finalement c'était pas la bonne équation et que finalement il faut plutôt séduire les gens qui font du SQL. Donc c'est peut-être ça, mais quelque part c'est un désaveu pour moi des data flows. D'ailleurs les data flows en mode Enhance, c'est une base SQL derrière. Donc il y a quand même un truc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas du fratricide aussi à l'intérieur de la même équipe où ils ont fait deux choses qui sont presque pas antinomiques, hein, mais il y a beaucoup d'overlap entre les deux. Guillaume, je ne te sens pas d'accord. Ouais, juste un petit point, pour moi la SQL, je rejoins tout ce qui a été dit, mais ça a du sens, énormément de sens. Quand on ouvre un Power BI derrière, il y a quoi comme techno? Derrière, il y a quoi? Du SSAS, du SQL. Enfin, on n'a pas réinventé l'eau chaude, hein. Ouais, On n'a pas réinventé l'eau sur la chaude. partie dataset. Mais là tu as le data mart et le dataset qui lui est du SSAS. Après, je Il y a les deux précise niveaux. quand même que les data flows sur Power BI Premium, attention, hein, je vais pas commencer à défendre les data flows, vous savez à quel point je suis pas fan de ce truc-là, mais je précise quand même que les data flows sur du Premium, avec le Enhanced Engine on, Ouais, c'est pas un data lake avec du fichier à plat, il y a quand même non, c'est une des couche de SQL. Bien compute sûr. SQL derrière. Voilà. Ouais, pour Et, le Mais Power bon, Shell. je pense et qu'il y a pour le- différentes raisons qui font que ça a pas. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont dire dans le chat, non, non, nous on utilise des data flows, ça marche super bien, on en est super content. Bon, Bah, pour moi, allez-y, le hein, si vous sujet est utilisez mitigé. Dataflow et que vous êtes content, mettez-le dans le chat. Et après, on demandera l'avis d'Harry qui lui a peut-être une vision d'autres clients qui peuvent utiliser. Bah oui. Harry, Harry Las, pardon. Les, Ouais. je vais Ouais, vous ouais, voyez. ouais, Monsieur Kermouth, s'il vous plaît. Est-ce que toi, tu vois, alors l'idée, c'est pas de dire si c'est bien ou pas bien, mais est-ce que tu vois que les data flows, ça a pris ou ça a plutôt pas pris? Si tu as t'as le droit à 3 jokers pendant cette émission. Alors, c'est pas que ça a pris ou ça a pas pris. Pour moi, il y a des use cases où les data flows y répondent très bien. Il y a pas de souci là-dessus. Après, clairement, dès qu'il y a de la grosse volumétrie, potentiellement, oui, on remarque que il y a des questionnements qui se posent. Est-ce que c'est la bonne techno Dataflow ou pas? Et pour défendre un peu les Dataflow, alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a la nouvelle génération de Dataflow qui va bientôt arriver, hein. Ça a été annoncé dans la roadmap des Dataflow, il me semble, où il y a plein d'améliorations qui vont être apportées aux Dataflow. Donc potentiellement, tout ce dont se plaint Tristan, bah, en fait, ça sera totalement effacé. Les Dataflow vont répondre à tous ces questionnements. Et surtout, il y a une amélioration dont je peux parler, hein, qui est dans la roadmap publique, c'est que l'output ou la sortie d'un Dataflow pourra être autre chose que Dataflow. Donc, il y aura des nouvelles destinations pour les Mais- Dataflow. Donc, potentiellement, voilà, ça peut encore changer Et, le... Ah, vas-y, et Tristan. d'ailleurs, si je ne m'abuse, ça, c'est pas encore très clair pour moi parce que j'ai pas pu le tester, mais j'ai l'impression que Microsoft, sous le capot, pour alimenter un data mart avec les requêtes Power Query, là, en fait, ils utilisent un data flow. C'est un data flow, mais Ah oui. Ouais. qui est masqué, en fait, hein. Donc, ils ont Hmm. quand même réutilisé la techno, je pense, enfin, le principe. Mais Après, c'est le nœud ça de la guerre, qui me choque, moi. le nœud de la Ouais, guerre Qui te là-dedans, choque, c'est le Jean-Pierre? licensing, hein. Ouais. Le licensing aussi, on n'a pas encore parlé, messieurs, mais On va venir, même si je crois qu'on a zéro info. Je ne sais pas ce qui a été annoncé hier. Mais Bah, en tout cas, pour conclure ça sur reste ce point, premium pour l'instant, hein. c'est que si on imagine, et c'est ce que tu as dit, Guillaume, tout à l'heure, c'est qu'au final, on sait quelles sont les technos derrière. Il y a un moment, il n'y a pas 50 façons de faire tourner du Power Query en dehors de notre desktop. C'est qu'au final, on a des briques qui sont pareilles. Et plutôt que d'attendre Dataflow Gen 2, et à la rigueur que les datamarts soient une fonctionnalité de Dataflow Gen 2, une case à cocher de dire je veux qu'il y ait une base SQL au milieu, bah en fait, on a un nouveau produit, comme tu l'as dit, un nouvel artefact. C'est juste sur ça, moi, j'ai peur
vis-à-vis des utilisateurs. Ah oui, ça, clairement. Tristan, tu l'as déjà dit plein de fois, et on l'a tous vécu, là, Guillaume, Arilas, moi, et ainsi que quasiment tout le monde, depuis que Power BI, depuis 2015. Bah, en fait, le produit est extrêmement complexe pour comprendre tous les éléments. Et j'ai peur qu'au final, si ça devait ne pas marcher, mais évidemment, je souhaite que ça marche, parce que je trouve que c'est très bien comme ça a été amené, ça peut être parce que finalement, on ne voit pas trop la différence entre les deux et on a une confusion. Un petit peu quand à un moment, il y a 3 équipes qui ont créé 3 produits qui s'appelaient tous Dataflow et qu'on devait préciser ce sur quoi on. Surtout que les noms sont très proches. Dataset, Dataflow, Datamart, enfin voilà, c'est les gens Data qui sont. everything. Ouais. Dadatouille et tout le bazar. Ouais. Alors, à mon avis, il y avait 2 sujets. Il y a le licensing, effectivement, et puis il y a eu quand même une bonne remarque, je me permets, dans le chat. Il y a des gens qui s'inquiètent en disant eh oui, mais du coup, maintenant, Microsoft, il nous force à tout faire dans le cloud en mode payant, alors qu'avant, on avait un outil gratuit qui s'appelle Power BI Desktop. Comment ça se passe, quoi? Ça, c'est une bonne remarque. Ouais, enfin, c'est une remarque gratuit, pour- c'est qui- le produit. Ouais, mais tout à fait, c'est pas tout à fait vrai, Tristan, parce que c'est vrai que Power BI Desktop, il est gratuit, mais une fois que tu l'as pas payé, tu peux rien en faire. Tu publies pas, tu partages pas. Donc, à un moment, voilà. Ne sous-estime pas la créativité de nos chers utilisateurs, parce que Oui, et puis je est-ce sais que pas si ça c'est veut toujours dire le que cas, je le vois plus trop. le desktop va être. J'ai pas d'infos précises là-dessus, et même si j'en avais, on n'a pas le droit de le dire. Arilas a peut-être des infos là-dessus, mais il a certainement pas le droit de le dire. Mais moi, mon avis personnel, c'est que c'est pas parce qu'il y a tout ça que le desktop est amené à disparaître dans les prochains mois, voire les prochaines années, hein. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Tristan. Totalement. Maintenant, évidemment, d'ailleurs, je vais me faire l'avocat du diable. Vous êtes une entreprise. La plus grosse demande, on l'a eu tout à l'heure dans le chat, c'est de dire quand est-ce que ça marche sur mon Linux ou sur mon macOS ou sur mon iPad. Bon, bah, il y a un moment, hein, pour faire aujourd'hui les seules choses qui marchent, qui sont cross-platform, hein, si vous voulez pas maintenir 3 outils natifs, c'est le full web. Voilà. Donc il y a un moment, si je veux capter 100% de mon marché, bah, il faut que je passe en web, ce qui est le cas. Maintenant, vous le savez, puisqu'on utilise tous Teams, par exemple, vous savez que Teams est quasiment à la parité entre le web et pas le web, et ils maintiennent bien les deux. Il y a 2, 3 trucs. Donc moi, je pense que ça y sera. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, on aura l'avenir. Maintenant, oui, le destin dans les 10 prochaines années, c'est peut-être en effet d'avoir du full cloud. Voilà. Mais c'est pareil pour tout, hein. Moi, j'en parle depuis quelques années déjà, hein. Vous voulez qu'on aborde le Good. volet licensing ou Licensing. pas, Jean-Pierre? Ouais. Bah ouais, moi je vous pose la question parce que ça, à ce point-là, moi j'ai pas du tout suivi. Donc, messieurs qui commentaient l'actualité, est-ce que vous avez un avis sur le. Déjà, Arilas, est-ce que vous peut-être avez vas-y, et puis l'info? je compléterai si tu veux. Alors, Arilas nous donne l'info et. Ouais, vas-y. sur le licensing, il me semble que c'est du premium, donc il faut soit du premium par capacité ou du premium par utilisateur pour pouvoir créer des datamarts. Euh, pour l'instant, les Gen2? datamarts, Gen2? exactement. Les datamarts, pour l'instant, c'est de la preview. Et puis voilà, quoi. Alors, la grande Ouais. question, Tristan, c'est est-ce que ça aurait dû être une fonctionnalité Power BI Pro, Alors, voire même une fonctionnalité Power BI gratuit? alors, si je me mets dans la peau d'un client qui veut gratter des licences Power BI, je vais dire oui. Si je me mets dans la peau, on va dire, de raisonnement un peu marché et logique commerciale, on va dire, ce qui est intéressant, c'est que dans Datamart, il y a du Azure derrière, il y a une base de données, etc. Et finalement, Microsoft a dit, bah, ce truc-là, on l'absorbe chez nous et en fait, on va vous le faire payer via une licence PPU ou via une capacité Power BI qui, elle, est achetée dans Office. Hein, donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette espèce de Ouais. pont-là qu'ils sont en train de construire entre Azure et Power BI d'un point de vue architecture, licence et convergence qui me paraît vraiment intéressant. Alors après, euh, en fait, pour parler du licensing, il faut parler de la cible. Aujourd'hui, les grosses boîtes, globalement, elles ont déjà la plupart des boîtes du CAC 40, je pense qu'Arilas, il pourrait le confirmer, quasiment toutes les boîtes du CAC 40 qui ont un pied dans le cloud, je pense qu'elles ont au moins toutes une capacité premium, quasiment aujourd'hui. Donc en fait, elles vont pouvoir profiter de ces nouvelles fonctionnalités. Est-ce que ça va remettre en cause leur architecture actuelle, tout ce qu'elles avaient déjà mis en place d'ailleurs? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, voilà. Le vrai sujet, c'est pour le segment PME ETI, donc les plus petites boîtes qui n'ont jamais été la cible favorite de Microsoft, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, ces boîtes-là, elles n'ont pas de premium capacitaire, parce que le ticket d'entrée est trop élevé à 4 000 € par mois.
Et moi, de ce que je vois, elles n'ont pas encore franchi le pas PPU parce que c'était trop cher, de leur point de vue. Une licence par utilisateur à 17 euros par mois, pour eux, c'était pas justifié. Peut-être que là, avec ces fonctionnalités-là, qui vont, peut-être, faut voir si ça va marcher, hein, permettre de faire de la BI d'entreprise juste avec une licence PPU, euh, peut-être que ça va revenir un peu plus sur le devant de la scène et peut-être que les PME ETI vont se remettre à considérer cette licence-là. Après, est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir un autre mode de licence? Mais vous allez me dire que ça va complexifier, où on aurait peut-être une licence un peu plus pour les développeurs qui utilisent tout ça et les readers qui, eux, payent un truc différent. Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, et je termine là-dessus, chez les clients, c'est que psychologiquement, les clients ont beaucoup de mal à admettre que quelqu'un qui va consulter son report PPU une fois par mois va payer le même prix que le consultant ou le développeur super fort qui va faire des trucs tous les jours dans les data marts. Ouais. Psychologiquement, les clients bloquent un petit peu là-dessus. Voilà. Je me permettrai de rajouter un point sur ce sujet-là, c'est qu'il va falloir aussi que rapidement Microsoft éclaircisse l'environnement, parce que Synapse, Datamart, SQL, Azure, bah, il y en a un Ouais, peu. ça part dans tous les sens. Non, mais à la fin, on choisit comment? Avec une pièce de monnaie, on tourne sur la main, on fait 1 euro. Enfin, c'est un peu, il va falloir qu'on éclaircisse l'offre aussi. Ça commence à se complexifier pour le user qui n'est pas trop averti quand même. Je, Mais un peu je suis d'accord parce que nous, on a une vision, on a un prisme. Nous, technique. non, non, mais c'est non, non, technique, mais surtout c'est qu'on se doit de voir l'ensemble de l'offre. Après, quelqu'un qui fait que du Power BI, il voit que Power BI, hein. Azure, Bien sûr, exactement. c'est pas son sujet. Et la vraie question, c'est aujourd'hui, toutes les boîtes qui avaient, parce que mine de rien, depuis ça fait un moment qu'on parle du cloud, du big data, etc., il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui avaient déjà entrepris une démarche data warehousing, d'ailleurs, pas forcément dans Microsoft, hein, avec du Snowflake ou autre. Est-ce Du que, snow, est-ce- Snow, pardon. du snow. Est-ce que l'architecture que propose aujourd'hui Microsoft avec un full package Power BI va conduire ces boîtes-là à revoir cette partie-là? Moi, je suis pas sûr. Par Mm. contre, est-ce que des nouvelles boîtes, enfin des boîtes qui aujourd'hui sont un peu novices dans la BI, vont plutôt considérer ce type d'architecture plutôt que de partir sur un truc un peu plus traditionnel? Ça va être là pour moi le vrai défi de Microsoft, je pense. Ouais, mais qui l'est, c'est t'as les cycles de marché et c'est comment tu gagnes des parts de marché et que tu imposes ton produit. L'idée, c'est pas de dire j'ai un meilleur, donc les gens, il y a moins de versatilité dans le monde B2B que dans le monde B2C. Enfin, Mm. en tout cas, aujourd'hui, peut-être que ça va changer avec les prochaines générations où il y aura plus de versatilité, mais mine de rien, le coup de je change de crèmerie du jour au lendemain, on sait très bien que les boîtes ne le font pas. Quand tu as fait un choix Exact. stratégique, que ça soit Databricks, Snow, Synapse, Microsoft, pas Microsoft, De toute façon, Exactement. Jean-Pierre, je vois l'heure qui tourne et on a fait un gros t'inquiète, sujet dessus. Il reste encore d'autres j'ai petits les trucs. éléments, mais c'est quand même sujet. Alors, tu as raison. Voyons d'autres choses. Et s'il nous reste du temps, on pourra rephilosopher sur les data marts parce que c'est quand même important. On est sur la philosophie du produit et vers son orientation qu'il pourrait avoir. On se plaignait qu'on n'avait pas beaucoup de news à se mettre sous la dent et que c'était que du saupoudrage d'avancer des features ou de mettre des nouveaux visuels. On a des éléments. Mais tu as raison entièrement. Merci Guillaume de le pointer. Faut qu'on avance parce qu'il y a d'autres fonctionnalités. Alors, tu as fait un petit teasing, Tristan, en disant que toi, la grosse news que tu voulais présenter au départ, c'était les field parameters. J'ai pas le nom français, les paramètres de champ, j'imagine. Ouais, C'est c'est ça. jamais ça Est-ce que tu vas en parler maintenant? Oui, oui, tout à fait. Ben, on vous a prévu une petite démonstration. Malheureusement, cette nouvelle fonctionnalité, à mon avis, va être un petit peu victime de tout ce qui est sorti là sur les data mart, etc. Alors que c'est quand même vraiment un truc de fou. Cette fonction... Pour moi, c'est la meilleure fonctionnalité sur Power BI Desktop qui est sortie depuis peut-être 1 an ou 2 ans, franchement. Donc, je vous fais une démo rapidement et puis on pourra commenter. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est en preview. Donc, il faut avoir la mise à jour de mai, il faut l'activer dans les préversions. Et si vous allez dans modélisation ici, au niveau des champs. Donc maintenant, vous allez pouvoir en fait dynamiser des choix utilisateurs pour notamment dynamiser par exemple vos axes d'analyse ou de ventilation. Alors on va le faire rapidement. Je vais créer un nouveau paramètre de champ au field parameters. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple axe. Et là, vous voyez, j'ai une interface graphique qui me permet sans coder d'aller glisser des champs. Ce qui est intéressant, c'est que je peux glisser des champs de différentes tables. Donc par exemple, je vais glisser les continents de ma table géographique. Je vais glisser, pourquoi pas, les produits de ma table produits. Je peux glisser d'ailleurs différents champs de la même table.
Alors, j'y reviendrai un peu plus tard. Je peux aussi mélanger des dimensions, enfin des colonnes, des axes de ventilation et des mesures ou des KPI. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc là, pour l'instant, je me concentre uniquement sur les champs ou les dimensions. Donc hop, sans coder, en 30 secondes, Power BI me crée une nouvelle table dont voici le code DAX avec une nouvelle fonction qui s'appelle nameOf. J'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup, j'ai tout simplement un slicer qui est créé où je vais pouvoir faire un choix sur les axes que je veux utiliser. Donc ça me crée une table ici sur la droite avec une colonne. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir utiliser ensuite ce champ-là comme axe d'analyse en mode dynamique. Donc je vais glisser ici ce champ axe, et puis je vais mettre une mesure, par exemple, les ventes. Donc là, par défaut, il m'a mis sur les continents parce que c'est le premier que j'ai sélectionné. Mais là, sans faire de switch, sans calculation group, sans écrire une seule ligne de code, je peux dynamiser l'axe. Vous voyez? Je veux le voir par product name, je veux le voir par catégorie, je veux le voir par continent. Voilà. Et ce qui est absolument génial avec ce truc-là, c'est qu'on a un niveau de dynamisme extrême sans coder. C'est juste avec une interface et ça permet d'avoir encore plus de flexibilité et de dynamisme pour l'utilisateur. Alors ça ouvre je vous ai préparé une ou deux démos, ça ouvre des choses très intéressantes. Moi j'aime bien le waterfall par exemple, et souvent les clients disent on aimerait bien choisir comment on veut décomposer le waterfall. Bah là, hop, avec les field parameters, je veux voir une évolution entre 2 années, bah, je peux choisir dynamiquement sans code, sans DAX, comment je veux décomposer ma variation entre 2 années. Donc ça c'est quand même absolument génial. Un autre cas d'usage, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait mélanger des axes et des mesures. Là, j'ai fait un field parameters pour des axes, un field parameters pour des KPI. Donc là, cette fois-ci, ce sont des mesures. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'au lieu d'aller chercher des champs, j'ai mis des mesures, en fait, ici, dans mon interface. Et alors là, ce qui est absolument génial, c'est que vous l'avez compris, je peux non seulement dynamiser mon axe de ventilation, ma dimension, mais je peux aussi dynamiser mon KPI. Et là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce feature-là gère le format dynamique. Ici, j'ai une mesure total sales qui est en euros. Si je choisis sales versus N-1 qui est en pourcentage, hop, ça gère le formatting. Donc franchement, c'est une fonctionnalité qui est en preview, mais je trouve que Microsoft l'a extrêmement bien conceptualisé. En termes d'expérience utilisateur, c'est très carré, c'est très propre. Et il y a déjà plein de petits détails qui ont été pensés. Les formats, tout est dynamique, les titres, etc. C'est vraiment absolument génial. Je termine par une dernière démonstration que j'ai trouvée là ce matin sur LinkedIn, que j'ai trouvée passionnante. En fait, ici, je vais mettre mon KPI. Et ce qui est génial, c'est que ici, là, vous voyez, pour l'instant, j'ai mis Product. Et je peux maintenir la touche CTRL appuyée si je veux sélectionner plusieurs champs d'un même field paramètre. Et regardez ce truc-là, je trouve ça vraiment génial. En fait, si je sélectionne plusieurs field paramètres, il me génère automatiquement un drill down. Enfin, j'aurais dû le faire plutôt dans l'autre sens. Je vais d'abord mettre la catégorie, puis le product. Et là, vous voyez, hop, il me génère un drill down dynamique. Là, si je mets les country, boum, vous voyez, ça, franchement, c'est vraiment bluffant avec la gestion des formats, etc. Bon, je vous ai fait quelques démonstrations. Il y a énormément de cas d'usage. Ça ouvre des possibilités très, très intéressantes pour dynamiser le choix utilisateur et l'expérience. Franchement, bravo Microsoft. C'est génial. Moi, j'adore ce truc-là. Moi, je pense que Microsoft savait que c'était toi l'invité sur le mois de mai et que c'est pour ça qu'ils ont tout synchronisé pour que ça arrive. Merci pour cette démo. J'ai une petite question quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, hein, toi qui as regardé comment ça fonctionnait, le DAG généré, on a beaucoup critiqué les quick measures, critiqué challenger, on va dire, plutôt que critiquer. Est-ce qu'il y a un risque que justement le DAG ne soit pas optimal et que c'est bien ça être d'un côté, mais ça entraîne d'autres problèmes de performance, par Alors, exemple, d'un côté? je ne vais pas trop rentrer dans la technique. On peut analyser, vous savez, avec le Performance Analyzer, on peut aller regarder la requête DAX qui est envoyée dans le cadre d'un field paramètre. Il y a Marco Russo d'ailleurs qui a écrit un article là-dessus où il analyse. Globalement, le plan d'exécution, il est très correct. Moi, je n'ai pas vu d'incidence forte sur la performance. Ça a vraiment été très bien codé par Microsoft de ce que j'ai vu. Par contre, il y a un point important qui est traître, c'est qu'on a l'impression que c'est un feature qui a été traité au niveau du modèle de données. Donc, vous voyez, ça crée une table. Et donc, on se dit, tiens, super, on va pouvoir le réutiliser et l'exposer à d'autres outils. Hein, souvenez-vous, le modèle sémantique. Et malheureusement, ce truc-là ne marche que dans Power BI. Si par exemple, vous faites un analyse in Excel, donc si vous faites un tableau croisé dynamique connecté à un modèle de données Power BI qui contient un field paramètre,
bah, on va se dire que ça marche parce que c'est un truc qui a été implémenté au niveau du moteur Vertipack, alors qu'en fait, il y a des détails techniques que je vais vous épargner. Microsoft nous a expliqué que en fait, c'était très compliqué de l'implémenter au niveau du moteur et donc ils ont fait une surcouche qui s'applique surtout au niveau graphique, pour l'instant que dans Power BI Desktop. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ça marche. Si vous faites un Power BI Desktop en live connection sur un jeu de données qui a un fil paramètre, là, ça marchera. Mais par contre, dès lors que vous sortez de l'écosystème Power BI, par exemple, si vous branchez un tableau ou même un Excel à ce dataset, ça ne marchera pas. Ouais, il y a quand même un petit truc pour que ça marche bien. Parfait, très belle news. Tu vois, normalement, on aurait dû avoir presque que ça à se mettre sous la dent. Il y a d'autres news qui arrivent, mais moi, je pense que c'est l'heure pour la revue de presse. Tu as des choses à nous présenter? Allez, c'est parti. Génial. Alors, ouais, j'ai pas mal de choses à vous raconter en fait aujourd'hui. Je vais commencer par un truc qui va peut-être vous surprendre. Jean-Pierre ne pâlit pas. Je me suis amusé, on m'a dit, mais alors, c'est quoi l'histoire de Power BI? En fait, tout le monde a sa version de l'histoire de Power BI. Et je suis tombé sur un article extrêmement passionnant sur Wikipédia. Mais vous allez rigoler, mais j'ai appris des choses. Parce que sur cet article de Wikipédia, eh ben, on a l'historique. Eh ben, j'ai redécouvert des choses, notamment l'histoire de Power BI. Et je trouve que c'est bien d'avoir l'histoire d'un outil qu'on adore. Eh bien oui, à l'origine, ici, on a eu deux personnes qui ont créé, qui étaient à la base de l'équipe SQL Server Reporting Services. Donc à mon avis, il y a un lien avec ce qu'on s'est raconté il y a un quart d'heure quand même. L'origine, c'est quand même tout ça. Et puis dans cet article, on découvre des choses qu'effectivement, la première version, elle date depuis très longtemps, l'été 2010 par exemple. Bref, je ne vais pas vous refaire l'article. Et on a commencé par du Excel avec du Power Pivot, des Power Maps, etc. Bref, l'histoire a été refaite. Et je trouve ça plutôt bien, cet article. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Donc je vais vous mettre le lien. Et je trouve que sur une soirée comme ça, un petit peu où il pleut, on attend de le relire parce qu'on apprend des petites choses. On retrouve des mots sympas qu'a utilisé Adidas, comme le cluster back-end, etc. Bref, article intéressant. Et je me suis dit, on va le partager parce qu'au final, il a du sens et ça redonne un petit peu de contexte. Et non, Power BI n'a pas 5 ans. Il est beaucoup plus vieux que ça. Il a 12 ans de ses origines, bien évidemment. Voilà, premier article. Merci par contre pour le coup Gaël, parce qu'elle m'a spoilé. Et effectivement, je voulais juste vous montrer l'article, mais hyper intéressant de Marco Russo sur ce fameux filter parameters là, qui est génial. Donc le lien a été mis par Gaël, qui nous explique en fait comment si on pourrait customiser cette nouveauté, parce que Tristan en a parlé extrêmement rapidement du name-off. Et voilà, on va pouvoir faire des choses aussi là-dessus. Donc petit article intéressant qui passait là-dessus, et je trouvais ça plutôt pas mal. Et je voulais finir par un article rapide, mais je trouve qu'il était pertinent pour le coup. C'est la courbe d'apprentissage dans Power BI qui a été publiée. Alors, on peut la discuter, hein, cette courbe, mais je trouve qu'elle est pas mal foutue au final. Parce que quand on va en discuter, alors ouais, je suis d'accord, Tristan, il y a plutôt des paliers qu'une courbe progressive comme ça, exponentielle. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Je trouve que on a toujours la fausse idée de se dire ouais, Power BI c'est simple et rapidement en 2 jours de formation je suis hyper expert. Pas du tout, il y a vraiment des paliers à passer. Donc je vous invite à peut-être à lire cet article dont je vais vous mettre le lien aussi dans le chat parce que c'est intéressant. Il a été tourné d'une façon où eh ben, on peut aussi avoir une approche différente de l'apprentissage de cet outil juste extraordinaire mais qui n'est pas si simple tout de suite quand même. Voilà. Donc un peu de Wikipédia, un peu de Marco Russo, un peu LinkedIn, on a fait le tour. Et je pense que ça résume bien tout ce qu'on s'est raconté. Bonjour Didier, si vous voulez passer à l'enregistrement Didier, il n'y a aucun problème, vous êtes en live. Ah voilà, il est parti Didier. Mais voilà le petit tour du net. Et je pensais que c'était intéressant de vous montrer tout ça. Excellent, j'ai hâte d'aller lire ces articles. Alors, j'ai vu, je crois que c'est Tristan qui posait la question s'il y avait bien un certain Thierry Ders qui était cité dans Wikipédia. Est-ce qu'il est cité ou pas dans l'article? Oui, il est cité. Mais ma question, c'est est-ce qu'il est français, non? Il est français, non, oui, mais je pense pas qu'il soit français, si. Si, et assez marrant, donc on a quand même un Français qui a participé à l'idéation et à la création du moteur Vertipack. C'est hallucinant quand même. Pour voir, vous, une petite question rapide. Quel était le nom d'origine de Power BI? Ah, ça, je le sais. Gemini. C'est quoi? Gemini. Mais non, c'était le projet Crescent. Ah Crescent. oui. Ah non, alors non. Oula. Attends, on reprend. Si, l'origine. Il faut que Power Pivot était séparé de Power View qui était séparé de Power Query. Et en effet, il y avait Crescent qui était Power View en Silverlight. Hein, donc, les mecs ont choisi la techno qui était en train de mourir. Voilà, ils ont développé tout un produit. Et là, il y a Balmer qui a dit au fait, Silverlight, on arrête.
Ensuite, tu avais Gemini avec en effet ce moteur Vertipack. Et il y a le Exact. troisième larron, Miguel Lopis, qui était là dès le début, Data Explorer, qui est devenu Power Query. Et le tout est devenu Exactement. Power BI Exactement. avec le Mais il temps. est bien cet article, hein, je vous invite à le lire, il est vachement sympa, il retrouve un petit peu Ouais, l'histoire. bon, après, on est là pour parler des nouveautés, pas du passé. Donc, moi, je propose qu'on utilise quand même les 5 mais dernières Guillaume, minutes. c'est un Il y a quand nostalgique. même... Mais il a raison, c'est bien. Mais moi aussi, je suis content en fait qu'on parle de tout ça. C'est assez marrant. Voilà, mais bon, ça fait dire qu'on est vieux pour le coup. Allez, il y a quelques nouveautés, notamment il y a une grosse nouveauté dont j'ai vu pas mal de gens en parler sur Twitter aujourd'hui. Et Arilas, moi, je pense que ça peut être bien que tu nous en parles. Il y a une petite histoire d'embedded, mais pas de Power BI embedded. L'important, c'est la destination, on embête ça. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé hier? Alors, on a annoncé le fait de pouvoir incorporer un rapport Power BI de manière dynamique dans une présentation PowerPoint. C'est-à-dire que je vais avoir ma présentation PowerPoint, je vais avoir un petit rectangle comme ça et je vais afficher mon rapport Power BI de manière dynamique. Alors, le besoin auquel ça répond, alors déjà, c'est une des fonctionnalités les plus demandées par nos clients. Hein. Et surtout, c'est qu'en fait, alors, il y a plein d'équipes où souvent on a des business reviews. Du coup, ce qu'on a tendance à faire, en fait, c'est d'aller faire des screenshots de nos graphiques Power BI, de les mettre dans les présentations PowerPoint, d'avoir plein de texte à côté. Et en fait, le souci un petit peu ou la contrainte, c'est que si jamais on fait ça de manière assez récurrente, hein, donc une fois par mois, une fois par semaine, en fait, on est obligé de refaire des screenshots à chaque fois. Et là, en fait, la solution, c'est juste de générer l'URL côté Power BI Service et de l'incorporer directement dans notre présentation PowerPoint de manière dynamique. Alors, j'ai quelques remarques sur ça parce que justement, le fameux Crescent, le Power View, il y avait une fonctionnalité pour le faire qui a été supprimée. Il y a eu aussi une initiative avec la boîte de Rui Romano, un MVP qui maintenant travaille chez Microsoft, qui avait fait un add-on à PowerPoint. Power BI Tiles. Mais je me demande, est-ce qu'ils ne l'ont pas intégré chez Microsoft aussi pour récupérer une partie de... Parce que est-ce que c'est un hasard qu'au moment où ils l'aient récupéré, ils aient travaillé ça? Le code appartient à la société Devscope, donc je ne sais pas si Devscope existe toujours, s'il était dedans. Ça peut être intéressant de regarder si Devscope existe toujours, mais en tout cas, ce que tu nous dis, Harry, c'est que maintenant, c'est natif. Je suis utilisateur PowerPoint, je fais ajouter, comme j'ajoute des documents Office, je vais ajouter du PowerPoint. J'ai voulu le tester ce matin, j'avais un copil à préparer. Bon, je l'ai fait à l'ancienne avec des screenshots. J'aurais peut-être dû regarder s'il y avait l'option. Quelques petits prérequis ou des choses qu'il faut faire avant, c'est qu'en fait, côté PowerPoint, normalement, vous êtes censé avoir un petit bouton au milieu de votre PowerPoint où vous avez un petit bouton Power BI pour rajouter directement l'URL que vous allez générer depuis le service Power BI. Donc, grosso modo, il faut aller sur le service, cliquer sur partager un rapport, et là, vous allez avoir soit l'URL pour le partager, soit une URL pour partager sur Teams, et juste à côté, vous allez avoir aussi un bouton pour générer une URL à partager depuis PowerPoint. Donc, une fois que vous récupérez cette URL-là, donc, comme j'avais dit précédemment, vous êtes censé avoir le petit bouton Power BI dans PowerPoint, ou alors, si vous ne l'avez pas tout de suite, n'hésitez pas à aller le télécharger depuis le store là, des add-ons, où il y a tous les add-ons. Donc, tapez juste Power BI, vous allez avoir l'add-on qui a été créé par Microsoft. Vous l'installez, et après, c'est bon, vous pouvez y aller. D'accord, donc ça reste sous forme d'un add-on, même si cette fois-ci, il est signé Microsoft. Exactement, et normalement, il est censé apparaître automatiquement dans PowerPoint. Hein. Exactement. Dans les prochains jours. J'allais te demander, il nous restait 2 minutes de savoir si toi, tu l'avais. Donc, toi, tu l'as, Guillaume? Je vois que tu Oui, partages, absolument. Ouais. Il est en train de le charger, donc démo live, mais je l'ai testé, c'est juste canonissime, alors, en espérant que la démo live marche, mais ça marche vraiment bien, avec pas mal de petites options de pouvoir copier, le figer comme image, le faire interagir, etc. Voilà, le Microsoft Power BI. J'ai téléchargé. L'astuce est simplement d'aller chercher un URL d'un Tiles existant. Je prends n'importe quoi. Les salaires de KPI Consulting, hop. Les salaires de KPI Consulting, je prends le Titanic qui sera beaucoup plus simple. On prend l'URL de ce truc-là et on vient juste à vraiment la claquer là-dedans. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Dans un même PowerPoint, mettre plusieurs slides de Power BI, par exemple, et on retrouve l'interaction d'un rapport dans PowerPoint. Hein. Et on pourrait imaginer en mettre plusieurs, faire des presses, faire ce qu'on veut. Et, petite étude en haut à droite, ici, un petit menu qui permet de l'insérer comme image, etc. etc. Je sens la créativité des utilisateurs Power BI qui est en train de s'activer et on va avoir des choses, à mon avis, il va y avoir le contre-coup quand même de tout ça. Hein.
Oui, trouver oui, des ça va être PowerPoint assez, de ça va être assez 360 pages puissant. avec tous les Power BI de l'entreprise dedans. Ouais, Bon, et on puis verra surtout, bien. il y a quand même un sujet là-dessus, c'est que l'une des choses qui motive, malheureusement, qui motivait les clients à faire de l'export vers PowerPoint, c'était aussi pour pouvoir figer les données et faire des commentaires autour. Et là, en ayant permis l'intégration dynamique, c'est très bien. Là, je ne savais pas, Guillaume, qu'on pouvait effectivement figer certains visuels ou certaines pages. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que pour moi, on ne peut pas décorréler ce feature-là des commentaires et de tout ce qu'il y a autour de PowerPoint. Parce que qui dit rapport dynamique dit bah, attention, les commentaires PowerPoint que je vais mettre autour, il faut qu'ils soient pertinents. Parce que Alors en fait, tu vois, parce que ce matin, je l'ai fait en fait chez un client, il était tout à fait excité et il va se reconnaître parce que je pense qu'il nous écoute. Et il me dit, ouais, c'est génial parce que je pourrais faire mon PowerPoint de mail figé, mon PowerPoint de juin le figé. Pourquoi pas? Ça peut être un des besoins qu'on rencontre régulièrement de pouvoir figer quelque chose et on pourrait le mettre comme image, le figer. Voilà, il peut y avoir des besoins. Je dis pas que c'est la bonne recette. C'est une bonne. D'ailleurs, elle a rencontré un énorme succès sur Power BI IDEas, hein. Enfin, sur les idées soumises, elle a rencontré un énorme ouais. succès. Alors, par contre, il y a Marina qui dit dans le chat, j'y vois un intérêt pour partager à ceux qui n'ont pas de licence. Donc ça, pour le coup, ça marchera pas. Non, Ça non, marchera pas. Ça marchera pas. Parce Et que attention, question de la RLS, c'est encore un preview, enfin, une espèce de preview, pas preview, mais la RLS là-dedans à tester, hein. pour ceux qui connaissent Power BI Embedded, j'imagine que c'est du User Owns Data. Là, ceux qui ne connaissent pas, ils doivent savoir de quoi ils parlent. Donc, je pense que c'est ce mode qui est activé. Donc, c'est bien la personne qui consulte les données qui voit les données. Parce que sinon, c'est aussi une grosse fuite de données, hein. Vous mettez de la sécurité, vous envoyez PowerPoint à quelqu'un. Mais en même temps, vous allez me dire, vous faites un screenshot, vous l'envoyez à votre concurrent, Bah, bien sûr. c'est aussi catastrophique. Mais enfin, sur ces bonnes paroles, parce qu'on s'est promis quand on a fait le format de l'émission de respecter l'horaire, on a dépassé d'un petit peu plus d'une minute, mais c'est bien, on avait des choses sympas, des jolis débats. Merci Tristan, merci Arilas, merci Guillaume. Ce qu'on n'a pas pu traiter, on verra si les clubs le prennent dans leur dossier ou si on le traitera le mois prochain. Le mois prochain, on a, je ne sais plus si je peux dévoiler le nom de l'invité, mais il y aura un invité surprise, un Parisien qui rejoint l'organisation ou qui va rejoindre l'organisation. Ça se trouve, il est dans le chat, je ne sais pas. Soit il se manifeste ou pas. En tout cas, on vous dit tous un très très bon week-end. Profitez-en, reposez-vous et on vous dit